Bonjour, bienvenue à notre court-circuit du mois d'août 2025. Mon nom est Joanne Beauvais, je suis directrice principale chez Haut Point Stratégie et Communication. Le principe de nos rendez-vous court-circuit, c'est une discussion éclair d'une quinzaine de minutes avec un expert sur un sujet d'actualité. Vous le reconnaissez à l'écran, nous avons le privilège de recevoir Gaétan Barrette, qui est un ex-politicien et chroniqueur politique. Donc, une petite bio. Gaétan Barrette est un médecin radiologiste de formation, mais surtout un communicateur aguerri. Il a porté plusieurs causes sur la place publique, dis-je, d'abord comme lobbyiste à titre de président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Puis, en 2014, il est élu député de Lapinière sur la rive sud de Montréal et immédiatement nommé ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, poste qu'il occupera jusqu'aux élections de 2022, auxquelles il avait annoncé, jusqu'aux élections de 2018, dis-je, et en 2022, il a annoncé ne pas se représenter à nouveau. Il est alors devenu chroniqueur à l'émission de LCN L'Ajoute, où il fait bénéficier les auditeurs de sa fine capacité d'analyse, de son talent de vulgarisateur et, il faut le dire, de son sens de l'humour et de la répartie. Monsieur Barrette, bonjour. Bonjour, Joanne. L'actualité est riche en événements qui sont commentés quotidiennement dans les médias. On disait du défunt Jean Lapierre il pouvait faire ou défaire la journée politique, surtout dans ses échanges avec le morning man Paul Arcan. Dans ce court-circuit qui lance la saison chez nous, on va se demander si on accorde trop de pouvoir aux chroniqueurs politiques comme vous ou même à la communication d'opinion. La question, dans le fond, à laquelle on va tenter de répondre, c'est dans quelle mesure les chroniqueurs politiques ont-ils des responsabilités lorsqu'ils commentent les gestes et déclarations des politiciens, mais aussi l'actualité en général. Pour le bénéfice des auditeurs, d'abord une petite précision. De 2014 à 2016, j'ai été l'attachée de presse du ministre Barrette, qui va expliquer la complicité que vous allez sentir en nous regardant échanger à ce sujet-là. Monsieur Barrette, vous m'avez dit à l'hiver 2023 que vous étiez heureux dans votre nouvelle position de chroniqueur politique, et je vais vous citer pour vous éviter de vous auto-citer. Ça libérait votre parole. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bien, ce que ça veut dire, c'est que, dépendamment de la position qu'on a dans l'espace public, on est soit le porte-parole d'une organisation, soit un participant dans une organisation. Et là, je fais référence aux deux rôles que tu as cités en introduction, à savoir président de la Fédération des médecins spécialistes. Là, j'étais le porte-parole d'une organisation dont, essentiellement, je dirigeais aussi les politiques internes et externes. Quand j'étais ministre, j'étais porte-parole, pas du Parti libéral, mais je me devais de porter la parole du parti. Alors, dans un premier cas, c'était moi qui dirigeais la position de l'organisation. Dans le deuxième cas, je participais à la politique de l'organisation. Et dans une organisation politique, évidemment, il y a des intérêts qui peuvent être très divergents. Il y a des combats internes, on s'entend. Il y a des batailles entre ministères, ce qui fait qu'on doit mesurer dans l'espace public son propos et le limiter au sujet qui nous appartient, par exemple. Et même dans le sujet qui nous appartient, on est obligé de mettre un certain nombre de bémols parce que contrairement à ce que bien des gens pensent, c'est pas parce qu'on est ministre qu'on a tous les pouvoirs. Par exemple, le budget. Maintenant, comme chroniqueur, là, ma parole est libérée, en ce sens que je n'ai aucune contrainte. La seule contrainte que j'ai, ce sont des contraintes qui viennent du diffuseur. Alors, il y a des choses là, que je dois éviter. Là. On nous demande, par exemple, de ne pas s'attaquer les uns les autres, les chroniqueurs. Il y a des aspects légaux à respecter. Je ne peux pas mettre dans une position de diffamation, mais pour ce qui est du commentaire que je fais, je suis libre. Et comme je l'avais dit en étant recruté aux émissions auxquelles je participe, que ce soit à la radio ou à la télévision, je ne suis pas le porte-parole de quelque organisation que ce soit, incluant le Parti libéral, et je donne mon opinion au meilleur de mes connaissances, et en ce sens-là, ma parole est libérée. Est-ce que des chroniqueurs, en tant que chroniqueur, il s'est arrivé qu'on vous mette de la pression quand vous étiez ministre? Je me rappelle que vous écoutiez justement religieusement Jean Lapierre. Sentiez-vous qu'il faisait ou défaisait votre journée? Est-ce que vous ressentiez qu'il fallait réagir, par exemple? Alors, si jamais vous qui nous écoutez, on vous entendez un politicien dire je ne regarde jamais les sondages et je n'écoute pas les chroniques, ben je peux vous dire tout de suite que c'est faux. Alors, en se levant le matin, on regarde les sondages. Quand il y en a un qui sort, évidemment, et ça fait la journée.
Et quand il y a un chroniqueur prépondérant dans l'actualité, et c'était le cas de Jean Lapierre avec Paul Arcand à son époque, où il y avait beaucoup moins de commentariats, il faisait et défaisait la journée de tout le monde. Alors, un politicien m'a déjà dit la chose suivante, une journée réussie en politique, c'est quand on ouvre le journal et qu'on n'est pas dedans. Et ça vaut pour les commentateurs s'ils sont très, très populaires, comme Jean Lapierre. Alors, oui, ça a une influence. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y en a partout. Il y en a presque à toutes les heures, à plusieurs moments de la journée. Maintenant, on a des commentaires le matin, le midi, le soir, sur la plupart des stations parlées, radio et télévision. Alors, il y a une vaste opinion de commentariat, ce qui revient, Joanne, à un sondage. Alors, on a des sondages quotidiens. Alors, ça a une importance pour les politiciens parce que le politicien va savoir, lui, s'il est en train de gagner, perdre sa journée, sa semaine, son mois, sa session, dépendamment des sujets et de la répétition dans dans le commentariat. Est-ce que vous sentez que vous avez cette influence-là? Avez-vous déjà scrappé la journée d'un politicien ou dans un dossier? Oui, puis je vais te faire rire, Joanne, puis c'est assez facile. Moi, j'ai mon mini-sondage personnel. Il est à l'épicerie. Et comme j'y vais souvent, moi, à l'épicerie, là, c'est très long aller à l'épicerie pour moi, même pour aller acheter une pinte de lait, là, parce que les gens m'arrêtent. Et les gens me disent, ah, vous avez dit telle chose à la joute, vous avez dit telle chose au bilan, parce qu'il y a une émission le soir aussi. Et les Mhm. gens veulent entendre ce commentaire-là et ils nous disent s'ils sont d'accord, pas d'accord, s'ils apprécient, s'ils nous écoutent régulièrement. Et évidemment, mais il y a des gens qui nous disent qu'ils ne sont pas d'accord et c'est tout à fait normal. Et ça fait bien notre affaire de savoir ça. Alors oui, ça a une influence. Je ne dis pas que mon commentaire est prépondérant dans l'actualité politique. C'est pas ça. Mais il a, dans une sommation d'influences, un poids qui est le mien, qui s'additionne à celui des autres. Et ce qui va te faire rire, Joanne, puis ça, tu vas le comprendre évidemment, parce que tu as été là-dedans, le public commande les autres commentateurs. Alors, ils vont venir me voir puis ils vont dire, ah, vous, je vous aime bien, j'aime pas un tel, l'autre est trop ceci, trop cela. Alors, c'est pour ça que je dis, en quelque part, c'est un mini-sondage à chaque fois. Il y a des commentateurs majeurs là, qui existent, là, qui sont prépondérants, mais pas à la hauteur de Jean Lapierre à l'époque, mais les gens les écoutent. Écoute, ce qui me surprend beaucoup, c'est que les gens enregistrent les émissions pour être sûr de les réécouter. En passant, les politiciens et leurs équipes font ça aussi. Certainement. Mais là, vous me rappelez des souvenirs. C'était difficile de vous sortir de certaines salles. Des fois, on prévoyait 20 minutes avec le garde du corps parce que vous étiez quand même, il faut se le dire, accro de parler aux gens. Alors, je suis certaine que faire l'épicerie, c'est pas pénible pour vous. Non, De non, c'est quelle pas pénible façon, du tout, au contraire. j'en doute pas, de quelle façon vous priorisez les sujets ou vous vous renseignez pour respecter un certain équilibre? Alors ça dépend du médium dans lequel on passe. La plupart du temps, les sujets sont choisis par la production. Et les sujets sont choisis évidemment en fonction de l'actualité du matin. Alors, c'est sûr qu'il y a des équipes dans les différentes stations radio, équipes de production télé, qui font la revue de presse. Évidemment, sont des médias eux-mêmes. Alors, ils ont, que ce soit Radio-Canada ou Québécois, ce sont des agences d'information elles-mêmes. Alors, eux font un tri et de ce tri-là, ben, nous, on ajuste notre discours. Ça arrive, il y a des endroits, parce que je participe aussi à d'autres émissions, radio surtout, où on choisit nos thèmes. Et là, ils sont acceptés ou non acceptés. Mais les thèmes sont normalement toujours dans l'actualité, soit de la journée, soit des 48-72 heures qui entourent le commentaire. C'est très rare qu'un commentateur va arriver avec un sujet qu'il va traiter publiquement qui est de son cru ou qui a été traité un mois avant. Là. C'est dans l'actualité du jour ou dans les 24-72 heures. Je Sauf disais en introduction, s'il y a un scoop. Là. bien évidemment. Oui, excuse-moi. S'il y a un scoop, là, par exemple, quelqu'un nous apprend quelque chose, on reçoit un téléphone, on a une information, bien là, évidemment, ça nous fait un plaisir de le sortir en exclusivité et de le commenter, mais ça, c'est rare. C'est rare, mais ça vous est arrivé?
Ça m'est arrivé. Alors, je ne dirais pas lequel, mais ça m'est arrivé. Ce qui est important, par exemple, je te dirais, là, c'est que le commentateur, comme moi, par exemple, je peux avoir mes opinions sur à peu près tout, ou presque, mais on n'a Oui. pas une opinion parfaite sur tout. Alors, il est très utile lorsque les gens en ont l'occasion, puis on est toujours joignable, d'être contactés pour nous donner telle ou telle information qu'on peut corroborer. Nous, les commentateurs, nous ne sommes pas des journalistes. Mais si on peut appuyer ou agrémenter ou apporter une nouvelle couleur à une information qui circule, on va s'en servir. Mais on dépend évidemment beaucoup, 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 beaucoup de ce qui est rapporté dans l'actualité. Et là, on a notre expérience. Alors, moi, j'ai une expérience additionnelle par les fonctions que j'ai eues qui n'appartient pas que les journalistes, par exemple, plus traditionnels, peuvent avoir. Alors, on arrive à conjuguer ça. Et alors que le journaliste, lui, il est là pour rapporter idéalement des faits, sans nécessairement porter un jugement, bien, nous, on va souvent, presque toujours, porter un jugement. Et ce jugement-là, ben, c'est ça que les gens, en quelque part, veulent aussi aller chercher. Ils veulent avoir l'information factuelle, mais ils sont intéressés, les gens, à avoir une analyse, une opinion, comment porter un jugement sur ce qui est rapporté. Ils sont d'accord ou pas d'accord, et ça forme comme ça l'opinion publique. Puis je répète, il y en a énormément de commentateurs aujourd'hui, ou donc de commentaires diffusés publiquement. Alors, c'est sûr que ça forge l'opinion publique. Mais je ne pense Ben pas oui. qu'il y ait un seul commentateur qui puisse dire c'est moi qui le fais. Mais certainement qu'il y en a qui le font plus que d'autres. Il y a quand même, vous faites la différence entre un journaliste et un chroniqueur politique. Fait que je reprends une question qui vient d'arriver par la messagerie. Vous avez quand même un certain côté déontologique que vous devez suivre. Il doit avoir une certaine éthique personnelle, mais probablement une éthique aussi reliée à la production pour laquelle vous commentez l'actualité. Comment on vit ça? Tu sais, par exemple, on peut savoir, on peut penser, puis on l'a fait vous et moi, qu'à un moment donné, on donnait une information à Jean Lapierre parce qu'on se disait ça, vous la connaissiez pas, permettez-nous d'éclairer. Comment vous faites pour suivre cet aspect éthique-là au quotidien? Le niveau éthique au sens absolu du terme, c'est pas du tout la même chose quand on fait du commentaire que lorsque l'on est journaliste. Les Évidemment. journalistes ils ont un code d'éthique très précis, Oui. mais quand on Mhm. tombe dans le commentaire, là, c'est sûr que ce sont des règles de base. En fait, d'abord, on n'est pas assujetti. Moi, je n'ai pas un contrat qui me dit voici le code d'éthique que vous ne devez pas transgresser. On n'a pas ça. Parce que nous, on dépend d'un certain nombre d'informations qui sont dans l'espace public, qui sont produites, ces informations-là, par des gens qui doivent, eux, respecter leur code d'éthique. Alors, nous, là, on a la responsabilité de ne pas aller dans la diffamation, évidemment, quoique il y en a des commentateurs qui sont assez proches de la diffamation. Là. On l'a vu dans le Mhm. passé. Il y a des Mhm. commentateurs qui ont été poursuivis, qui ont perdu en cours. Là, ça devient une question de responsabilité individuelle. Alors, moi, dans mon cas, je ne fais pas de diffamation, mais je dis ce que je pense et je ne prends pas trop de pincettes. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Si quelqu'un fait quelque chose de pas correct, je vais le dire. Puis si je ne suis pas d'accord avec un de mes collègues commentateurs, je vais le dire, mais je vais le faire poliment, d'une façon argumentée, parce que on n'est pas, nous, par exemple, dans le milieu où j'œuvre, dans un milieu où on veut avoir une ligne de commentaires, on veut avoir des débats, on veut que les gens aient des opinions divergentes. On n'est pas encouragé à construire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais si notre opinion est divergente, ça fait un débat. Et moi, j'ai toujours dit une chose, tu me l'as entendu à plusieurs reprises dire, du débat Pas naît d'idée. soit la vérité, soit un compromis raisonnable, mais il faut débattre. La clé, je pense, pour l'opinion publique, c'est le débat. Alors nous, l'idée, là, est de ne pas aller dans la diffamation, de ne pas attaquer personnellement et insulter les gens, mais de ne pas se faire prendre sur les faits. Et moi, c'est pas arrivé vraiment qu'on me prenne sur des faits erronés. Puis on l'admet, là, quand on s'est trompé. Mais normalement, quand on fait notre commentaire, on essaie d'être rigoureux sur les faits. Mais là, quand on les commente, on est d'accord, pas d'accord, et on dit pourquoi. Et c'est comme ça qu'on se rapproche
de monsieur, madame, tout le monde, qui, eux, font comme nous. Oui. Ils font comme nous et ils sont intéressés, eux, à voir ce que l'on pense, parce que parfois, on amène des angles qui sont complètement différents de ce que l'on entend dans les différentes chroniques. J'imagine aussi qu'il y a un alignement de valeurs. Si moi, naturellement, je suis d'accord avec Gaétan Barrette, son opinion va avoir plus de poids pour moi que celle de Mathieu Bock-Côté, par exemple. Exactement. Tout à fait. C'est exactement ça. Je vais te donner un thème qui est pour moi universel et que je défendrai toujours, l'avortement. Alors, tu m'entendras jamais prendre une position contre l'avortement. Ça n'arrivera pas. À moins qu'on parle de circonstances de l'avortement. Mais sur le principe de l'avortement, ben, il y a du monde encore aujourd'hui qui sortent contre l'avortement. Et si dans une chronique, j'ai à débattre avec une telle personne, garde, je vais avoir mon opinion, puis on débattra. C'est la même chose avec l'économie, l'immigration, la religion. Regarde, cette semaine est sorti le dossier sur la laïcité. Moi, j'ai des opinions qui sont contraires à bien du monde, là. Et je suis prêt à les débattre, et c'est ce que je fais, et j'aime ça. Débattre, j'aime ça. Et ici, ce sont des sujets avec lesquels je ne suis pas d'accord, j'aime ça aussi. Alors, ça fait des émissions que je pense intéressantes parce qu'on a des bonnes codes d'écoute. Mais c'est le propre de tous les commentateurs. Tu vas voir, Joanne, qu'il y a des commentateurs qui ont des partis pris admis. Là. Mon collègue Mathieu Bock-Côté, moi que j'estime beaucoup parce qu'il est une personne très cultivée, très intelligente, sa position sur l'indépendance, il l'assume. Ben, c'est parfait. Oui. Et si je ne suis pas d'accord, je m'assume et c'est parfait. Et les gens vont s'attendre à ça en quelque part. Les gens ne s'attendent pas à quelque chose de neutre de la part d'un commentateur. Ils s'attendent à une opinion du commentateur qui soit bien articulée et raisonnée. Et ça se fait. C'est évidemment ce qui fait un bon show de télé, comme on dit. Et pour répondre à la question du jour, parce que le temps file, considérez-vous que les chroniqueurs politiques utilisent leur influence à bon escient? C'est une très bonne question. Je pense que oui, mais je pense que OK, je vais le dire correctement, là. La majorité des commentateurs essaient de faire un commentaire qui soit objectif et neutre dans leur position. OK? Mhm. Et ça, je pense qu'au Québec, là, on est choyé de ça. C'est vrai. Parce qu'on soit d'accord ou non avec l'opinion du commentateur, elle est bien transmise et on la comprend. Ça ne veut pas dire que les commentateurs n'ont pas un biais. Il y a des commentateurs qui ont des biais qui sont évidents et il y en a qui tentent d'être beaucoup plus neutres. Il y a des commentateurs là, qui viennent nuancer, par exemple, la position des gouvernements, expliquer le pour et le contre avec les risques et les conséquences et les choses. Tu sais, le rôle de commentateur aussi, là, c'est de dévoiler ce qui est caché dans le propos de tel politicien, par exemple. Regardez, quand il vous dit ça, en réalité, moi, je l'ai vécu, ça veut dire telle chose. C'est notre Mhm. rôle aussi. Alors, on est un espèce de révélateur dans le sens des anciennes photos, là. Il vous a dit ça, mais attention, là, il y a tel autre élément. Et ça, le commentateur, là, les commentateurs au Québec, je pense que tout le monde, là, vraiment, là, la résultante, elle est excellente. Quand on arrive dans l'espèce de billet politique, ben là, il est là et c'est facile à déceler. Alors, c'est pour ça que Ouais. je dis, est-ce que ça a une influence bénéfique? La réponse est oui. Et est-ce que ça vaut la peine de les alimenter? La réponse c'est oui. Maintenant, pour ceux qui nous écoutent, regardez, là, continuez à écouter les commentateurs, peu importe ceux qu'ils sont, c'est par là que l'opinion publique se forme. Et c'est par là aussi que bien des politiques changent ou gardent la même direction. Vous avez pas, je suis sûr que vous avez une bonne idée à quel point un gouvernement, quel qu'il soit, peut gagner ou perdre en fonction de la situation qui est commentée dans l'espace public au total. Pas pour un individu, mais pour la somme des commentaires qui circulent une journée donnée. Vous avez absolument raison, puis c'est sain pour une démocratie. Il faut définitivement qu'on vous invite encore, M. Barrette, parce qu'on s'enlignait pour faire, à l'instar de nos scrums les plus longs sur la passerelle, le court-circuit le plus long. Gaétan Barrette, chroniqueur à l'émission L'Ajoute de LCN et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, celui que j'appelle affectueusement mon ministre. Merci d'avoir participé à notre court-circuit. Merci à vous qui avez assisté à notre échange aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner à notre infolette pour connaître nos prochaines activités. Et sachez que le webinaire sera aussi en rattrapage. Vous recevrez le lien et vous pourrez le partager aux gens que vous connaissez. Alors, c'est un rendez-vous le mois prochain pour un autre court-circuit.